Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Lucie de Coverstyle, le podcast de la rénovation créative. C'est avec un grand plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour aborder un sujet qui me tient particulièrement à cœur et qui nous tient à cœur chez Coverstyle, c'est la décoration éco-responsable. Si vous êtes amateur de déco ou simplement curieux de découvrir comment lier esthétique et respect de l'environnement, ce sujet devrait vraiment vous plaire. Et pour nous guider dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Coralie du studio Coralie Vasseur, qui est décoratrice et architecte d'intérieur. Alors avec Coralie, on va voir ensemble par où commencer quand on veut rendre sa maison plus respectueuse de l'environnement, quels matériaux privilégier, quelles astuces adopter, et plein d'autres choses qui peuvent nous inspirer dans cette démarche et surtout connaître finalement les bases de la déco éco-responsable. Sans plus attendre, je vais donc accueillir Coralie et la laisser se présenter à nous. Bonjour Coralie et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Lucie et merci de l'accueil. Merci à toi, c'est un plaisir de t'avoir. Alors je dois me présenter, c'est ça? C'est ça. Allez, c'est parti. Tu l'as déjà dit, donc je suis décoratrice et architecte d'intérieur. Ça fait 12 ans que j'exerce le métier. Je suis basée à Annecy, la plus belle ville de France, on va pas se mentir. Et donc, quoi dire d'autre? J'ai un parcours un petit peu atypique puisque moi j'ai créé ma boîte, j'avais 23 ans, je sortais des études et j'ai un peu tout appris sur le terrain. Donc du coup, voilà, j'ai fait mes armes dans les erreurs et je trouve que c'est la meilleure école. Ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. J'ai entre autres eu un parcours en parallèle dans une start-up dans l'univers de la décoration et du design également. J'ai animé un podcast sur la décoration responsable, c'est qu'un blog. Et j'ai fini par refocuser tout sur mon entreprise depuis peu et pour le plus grand plaisir de mon chiffre d'affaires. Donc là, ouais, tu travailles vraiment uniquement à ton compte alors maintenant. Exactement. Et donc tu es décoratrice et architecte d'intérieur. Est-ce que du coup pour nos auditeurs, juste pour commencer, est-ce que tu peux rapidement nous expliquer la différence entre ces deux métiers? Oui, alors ils sont quand même très liés, très complémentaires et surtout la frontière est souvent assez floue. Pour faire simple, l'architecte d'intérieur, on va dire qu'il vient un petit peu après l'architecte HONP, c'est qu'en fait, il est là pour repenser un espace, des espaces. C'est-à-dire qu'il s'affranchit pas des espaces finis, il peut casser des cloisons, redistribuer, agencer sur mesure, etc. Le décorateur, quant à lui, est censé ne pas s'affranchir de ça, c'est-à-dire que il a un espace fini dans lequel il va devoir embellir l'existant sans pousser les murs. Donc en gros, c'est vraiment que de la décoration entre guillemets, du sol au plafond. Et c'est quand même assez rare que l'un aille sans l'autre. En tout cas pour ma part, puisque la plupart des clients ont des besoins au-delà de l'esthétique, qui sont fonctionnels, qui sont ergonomiques, qui sont d'agrandir des pièces, de lier des pièces, cuisine-salon par exemple, ou bien aussi d'accueillir un nouveau bébé, donc d'ajouter une chambre dans un appartement qui n'en comptait qu'une ou deux. Donc voilà, tout ça en fait est lié et souvent quand on redistribue les espaces, eh bien on a aussi envie d'en faire quelque chose d'assez sympa. Donc je dirais que la décoration est souvent au service de l'architecture intérieure et inversement aussi. Ouais, donc c'est vraiment deux métiers complémentaires. Et donc, si par exemple, imaginons demain je suis décoratrice d'intérieur, je n'ai pas le droit du coup de casser un mur par exemple chez quelqu'un ou si j'ai le droit quand même, mais En fait, alors ça dépend. C'est-à-dire qu'il y a les murs porteurs où là, clairement, c'est pas même l'archi d'intérieur de faire valider par un bureau d'études doit avoir une assurance décennale, etc. Après, les cloisons en soi, il faut savoir que le métier, dans tous les cas, n'est pas réglementé. Donc c'est toujours un petit peu borderline. Je dirais que idéalement, c'est toujours de s'appuyer sur un artisan qui va valider techniquement la faisabilité, etc. OK, très bien. Bon, je me suis un peu éloignée du sujet, mais je t'avoue que du coup la question m'intéressait et j'ai voulu te poser la question. Mais donc, revenons-en à nos moutons. On a dit donc qu'on allait parler de la démarche d'éco-responsabilité pardon, dans le milieu de la décoration d'intérieur. Est-ce que tu peux du coup nous expliquer ce qu'on entend exactement par décoration éco-responsable? Oui, euh,
Je dirais que ça se résume à faire mieux avec moins. C'est-à-dire que aujourd'hui, le marché de la décoration, tout comme le marché de la mode, par exemple, on est quand même sur une consommation assez déraisonnée, où la plupart des foyers achètent, consomment, renouvellent très régulièrement. Là où avant, nos grands-parents, par exemple, en tout cas mes grands-parents, peut-être pour certains c'est les parents, ils étaient plus sur un usage à long terme avec une transmission de génération en génération. Donc on achetait des meubles une fois dans sa vie et puis ça durait, je dirais pas ad vitam aeternam, mais c'était un peu l'idée. Aujourd'hui, les tendances changent tous les 6 mois, comme dans la mode. Et à chaque renouvellement de saison, on a envie de changer son intérieur. On a envie de ne plus se lasser, de renouveau. On a un peu envie de tout avoir et donc on renouvelle régulièrement. Je fais exprès de forcer un peu le trait, mais pas tant que ça en réalité, parce que il y a quand même beaucoup d'usagers, beaucoup de consommateurs qui sont dans cette vibe-là, ce qui est quand même assez dommageable pour la planète, puisque ça veut dire qu'à chaque fois, on va dépenser de l'argent pour renouveler quelque chose qui, s'il avait été pensé correctement dès le départ, aurait évité cette lassitude et cette surconsommation. Donc, en fait, la décoration éco-responsable, ça se résume un peu à ça, c'est penser correctement son intérieur pour qu'il soit le plus durable possible. Et ça passe par se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qu'on a réellement, de quoi a-t-on réellement besoin et non envie? Quels sont nos modes d'usage chez soi? On n'a pas forcément les mêmes que son voisin, ses amis, ses parents, etc. Et puis, c'est faire attention aussi à l'origine de ce qu'on achète, sa durée de vie, sa transformation, l'extraction de ses matières premières, sa capacité à se régénérer, etc., etc. Ouais. C'est vrai que oui, comme tu dis, il y a le côté, en fait, ne pas dépenser notre argent constamment dans des nouvelles choses et donc ne pas trop consommer. Mais il y a aussi, comme tu me dis, faire attention à la provenance parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu fais le tour des magasins de déco, les magasins de meubles, tu te rends compte que la plupart des meubles viennent de l'autre bout de la terre, quoi. Et qu'effectivement, racheter tous les 6 mois une table de salle à manger, une table basse de salon qui vient du bout du monde, c'est... Non, pas du tout. Non, et puis au-delà de ça, en fait, c'est un état d'esprit, c'est-à-dire que à suivre les tendances à la lettre, tu parlais de moutons, tiens, quand tu disais qu'on en revient à nos moutons, mais à suivre les tendances comme des moutons, clairement, on a cette problématique euh, qui est clairement identifiable, c'est que la plupart des gens, quand une nouvelle tendance émerge, disent waouh, c'est génial, c'est nouveau, personne ne l'a, j'y vais, je fonce, j'achète tout. Et une fois que c'est en place, et ben merde alors, le voisin la même chose, au bureau c'est pareil, chez grand-mère c'est pareil, et du coup, et ben la lassitude arrive beaucoup plus vite parce qu'on est tous on a tous plongé tête la première dans une nouvelle tendance qui finalement fait qu'on n'est plus chez soi mais chez tout le monde. Ouais. Elle est là en fait la problématique de la lassitude, c'est que on est tous tombés dans le panneau du marketing des marques qui font à peu près tous la même chose au même moment. Et du coup, eh bien, c'est l'intérieur de tout le monde et de personne à la fois. Mais si réellement on s'écoutait en tant que consommateur sur ce qu'on aime depuis toujours, qu'on aime réellement et qui n'est pas lié à ces problématiques de marketing, de consommation éphémère, etc., eh bien, on pourrait peut-être un jour imaginer avoir un intérieur à l'image de soi qui ne serait pas celui des autres et qui permettrait de vivre plus durablement avant de s'enlacer aussi vite. Donc je pense que la vraie problématique, elle est là, et surtout sur l'état d'esprit de consommation des usagers. Ouais. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, si tu vas, demain, tu vas chez un ami, après-demain chez un autre, en fait, tu te rends compte qu'on a un peu tous les mêmes, pas exactement les mêmes accessoires, pardon, les mêmes meubles, mais on a quand même tous une déco qui se ressemble dans les mêmes tons. Donc, ouais, c'est vrai que c'est totalement vrai, ouais. Et puis, il y a aussi le problème, c'est que les gens jettent parce que c'est plus à la mode, mais le problème, c'est qu'ils devraient, au lieu de les jeter, ils devraient à la limite les conserver en se disant, parce qu'on sait tous au final que la mode, c'est un perpétuel recommencement, comme enfin la déco, c'est pareil. Je pense par exemple, je me rappelle il y a quelques années quand on avait récupéré de la vaisselle de chez ma grand-mère, il y avait, tu sais, à l'époque cette mode avec les assiettes, avec les petites feuilles, les petites fleurs dessinées comme ça en porcelaine. Et je me souviens, il y a quelques années, je trouvais ça vraiment pas beau. Et si, effectivement, si je m'écoutais, je les aurais jetées.
Et en fait, aujourd'hui, je trouve ça super joli et ça revient effectivement à la mode. Donc, enfin, vraiment, j'ai bien fait de pas les jeter parce que tu sais qu'un jour ou l'autre, tu vas pouvoir les ressortir, quoi. Ah ouais, c'est sûr. Après, c'est un petit peu, je dirais, le biais de la mode, c'est que souvent, ce sont des choses très marquées qui, et qui font aussi que la plupart des gens sont là. C'est-à-dire que, enfin, on le voit dans tellement d'autres domaines, hein, c'est comme les voitures qui sont aujourd'hui toutes grises, au malheur. C'est que si les gens ont peur de se lasser d'une couleur, ont peur de se lasser d'une matière, ont peur de se lasser d'un style, mais en même temps, ils vont chercher de manière très éphémère des choses très marquées. Donc forcément, il y a cet effet de lassitude qui arrive plus vite si c'est pas ce qui les animait auparavant, avant que cette mode, cette tendance émerge. Je prends l'exemple de la cuisine rouge laquée des années 2000. Au secours, c'est absolument moche, mais tout le monde l'a fait parce que c'était la tendance. Et tout le monde s'en est voulu 5 ans après parce que ils en pouvaient plus. Enfin, heureusement, j'étais trop jeune pour l'avoir. C'est vrai. Et d'ailleurs, avec Cover Style, on refait beaucoup de cuisine laquée rouge. Et maintenant, les gens préfèrent avoir du bois ou quelque chose de plus neutre en fait, Exactement. dans les couleurs. Ouais, c'est vrai. Plus neutre et plus intemporel. Et en fait, la réalité, c'est que la plupart des gens aujourd'hui, après s'être lassés de plusieurs tendances, reviennent un petit peu à se dire, est-ce que finalement, pour durer un peu plus, et c'est souvent sous un aspect financier qu'ils voient ça, et c'est dommage que ce ne soit que le seul aspect, mais souvent ils reviennent à des intemporels, un petit peu comme on le ferait avec des basiques en mode. Finalement, je fais souvent le parallèle avec la mode, mais ça fonctionne très bien. On a tous des basiques dans notre garde-robe qui se marient très bien avec des pièces un peu plus colorées, un peu plus gaies, un peu plus grain de folie, on va dire. Et l'un n'empêche pas l'autre, c'est-à-dire que on peut aussi avoir des intemporels de qualité qui vont durer très longtemps et changer éventuellement un coussin de temps en temps. Et c'est pas le même impact sur la planète. Bon, après, c'est du pétrole, généralement, ce qui se passe dans les coussins, mais Et justement, du coup, en parlant de matériaux, c'est quoi les matériaux les plus respectueux de l'environnement pour la déco d'intérieur? Alors, dans les matériaux, bah, je dirais que forcément les matériaux naturels en font partie. Encore faut-il se renseigner sur leur provenance, parce que forcément un bois exotique qui provient de l'autre bout du monde aura bien sûr pas le même impact qu'un matériau local. Il faut savoir que sur un cycle de vie d'un produit, au-delà du matériau brut, le transport et l'extraction sont les deux impacts les plus, enfin c'est les deux postes les plus impactants. Donc déjà, c'est se renseigner sur la provenance du matériau en lui-même. Idéalement français, voire européen, c'est quand même déjà bien. Et ensuite, il va se poser la question de sa régénération, c'est à voir si, par exemple, le bois provient d'une forêt gérée durablement. Il y a des labels qui sont faits pour ça. Euh, Même si, bon, parfois c'est un peu controversé, donc c'est toujours la problématique avec les labels. Euh, et ensuite, oui, les matériaux naturels. euh, on peut aussi prendre l'exemple des champs de coton. Le coton étant naturel, mais la manière dont c'est géré est pas toujours très clean. Donc, en fait, c'est un peu le problème. C'est que idéalement, c'est de consommer le moins possible. Et en revanche, une fois qu'on a quelque chose, qui soit en bois, en plastique ou en laine, en fait, bah, au plus on le gardera, au plus l'impact sera amorti, entre guillemets. Euh, je dirais que c'est un petit peu ça l'idée. Après, sur les matériaux, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est la réparabilité et la recyclabilité du produit, du matériau. Une fois que ce produit, ce matériau est là chez nous, le jour où justement on s'en sépare, qu'en est-il? Est-ce que ça va finir incinéré? Et dans ce cas-là, ben, c'est quand même dommage. Est-ce qu'on va pouvoir en faire autre chose, le réparer pour je sais pas, un parquet qui devient une table, une porte aussi. Enfin, voilà, tout ça, c'est des questions à se poser. Et je trouve que se poser les bonnes questions pendant l'acte d'achat, c'est aussi anticiper l'avenir de ce que l'on achète, de ces produits, de ces matériaux, et puis l'avenir de la planète, forcément. Ouais, ouais, je suis totalement d'accord. Et je rebondis sur ce que tu disais parce que donc tu parlais de labels. Est-ce qu'il existe des certifications, des labels fiables pour justement identifier ces matériaux en tant que consommateur? Alors, les labels, très honnêtement, il y en a énormément. Je pense qu'à peu près personne ne sait tous les retenir correctement parce que il y a pas mal de subtilités.
Je parlais du bois, par exemple. Bon, les deux gros labels bois, c'est le PEFC et le FSC, qui donc sont censés gérer durablement des forêts. C'est-à-dire qu'avant de couper un arbre, on va se questionner sur ce que ça va impacter sur la forêt, sur le fait qu'on va replanter des arbres à côté pour régénérer cette forêt. Il faut quand même comprendre que un jeune arbre, parce que ça on voit souvent aussi acheter tel produit et on plante un arbre. Un jeune arbre, il faut quand même pas mal d'années avant qu'il réellement il capte du CO2, hein. C'est quand même un impact sur le long terme. Donc on peut pas vraiment se dire OK, j'ai acheté mon produit, je pense à Yves Rocher. J'ai acheté mon produit chez Yves Rocher, dans une bouteille en plastique, c'est pas grave, derrière il plante un arbre. Eh ben non, en fait, parce qu'il va falloir attendre peut-être 20 ans avant que cet arbre capte réellement du CO2. Donc on peut pas se dédouaner comme ça psychologiquement avec ce genre d'impact. C'est pas possible, en fait. Il faut voir les choses en face. Euh, mais oui, les labels, en fait, ouais, il y en a plein. Personnellement, je les retiens pas très bien parce que pour moi, le plus important, c'est de comprendre vraiment ce qui se cache derrière. Et pour ça, rien ne vaut des vraies questions auprès des faiseurs, des fabricants, des fournisseurs. Alors forcément, nous, on est en ligne directe avec eux en tant que prescripteurs, ce qui n'est pas le cas des consommateurs finaux. C'est toujours plus difficile, mais il faut surtout comprendre qu'il faut pas se faire avoir par des faux labels, notamment créés par certaines marques, avec un joli logo vert en pensant que c'est super green, alors qu'en fait pas du tout. Ça reste du bois qui vient de l'autre bout du monde, qui est dans des forêts qui sont pas du tout gérées, ou enfin bref. Et ça, malheureusement, le consommateur lambda ne le comprend pas, ou en tout cas n'en a pas la connaissance, et du coup voilà, tombe dans le panneau. Donc, il y a des vrais labels pertinents. Il y a aussi des labels qui, comme par exemple, alors je sais plus quel est le nom exactement sur le Made in France, mais bon, en gros, c'est souvent assemblé en France, n'est pas forcément fabriqué en France. Oui, c'est ça, oui. Donc, voilà. En gros, c'est un peu la problématique de ces labels qui, je trouve, tendent à embrouiller un peu les esprits de tout le monde. Donc, je dirais que idéalement, c'est surtout d'abord se renseigner. On a un outil extraordinaire à notre époque qui s'appelle Internet, alors qui est bourré de fausses informations, mais en cherchant bien, on trouve aussi les bonnes. Et je pense que n'importe qui aujourd'hui sait faire une recherche sur Google, peut-être même avec ChatGPT d'ailleurs, pour savoir quel est réellement le sens de tous ces labels avant d'acheter bêtement tout ça. Voilà. Ouais. Donc vraiment, l'important, c'est de, alors, non seulement pas toujours croire ce qu'on voit, bah, c'est comme sur les réseaux sociaux, en fait, il faut pas toujours croire ce qu'on voit. L'important, c'est vraiment, ouais, de se renseigner, de poser les bonnes questions et vraiment de chercher à comprendre ce qui peut se cacher derrière, des fois, comme tu le dis, un petit label vert ou qui, au final, n'est pas, enfin, n'a pas forcément de réelle signification d'un point de vue éthique, quoi. L'autre question qui m'est venue en tête, c'est du coup, à quoi est-ce qu'il faut faire attention quand on choisit des meubles ou des accessoires pour s'assurer qu'ils soient durables, éthiques? Donc là, on a parlé des mentions, par exemple, d'où ça venait, etc. Est-ce qu'il y a d'autres choses auxquelles on peut prêter attention, qui nous met la puce à l'oreille vraiment pour savoir que le meuble, il est durable et éthique? Oui, alors d'ailleurs, je fais un aparté là-dessus pour toute personne qui ne connaît pas encore. Je vous invite à aller visiter le site d'Eco Impact, qui est un organisme absolument génial qui anticipe le futur étiquetage obligatoire des meubles façon Yuka du meuble. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les rayons alimentaires, on sait qu'on a une note entre A et E, je crois, qui dit en gros c'est plus ou moins bon pour la santé. Demain, malheureusement, la date repousse à chaque fois, j'aimerais que ce soit hier, mais demain, l'étiquetage des meubles sera de la même façon obligatoire pour savoir quel est le réel impact de ce meuble dans les rayons de décoration. Meubles, lampes, etc. Ah génial, je savais pas. Eux l'ont déjà fait, en anticipant, notamment pour mettre en valeur les marques qui sont justement dans cette démarche d'éco-conception et qui souhaitent marketer un petit peu ça aussi, parce qu'il faut savoir sortir son épingle du jeu avec ces valeurs-là face à certains mastodontes qui prennent tout le marché, ou en tout cas qui le prenaient complètement jusque-là. Donc ces petites marques émergentes, ce qui est bien, c'est qu'en fait elles ont tout compris. Il y en a plein qui commencent à naître et qui commencent à se faire voir grâce à ces valeurs-là pour une consommation plus durable. Donc allez voir Eco Impact. Et en fait, ce qui est bien, c'est que sur leur site, ils expliquent vraiment ce qu'est l'analyse de cycle de vie d'un produit dans l'univers de l'aménagement des espaces. Donc, ça reprend quelques piliers dont on a déjà un petit peu parlé. Donc, ça commence par l'extraction de la matière première. Ensuite, il y a la transformation du produit. Parmi ces piliers, il y a bien sûr le transport, la recyclabilité. Donc, tout ça, en fait, contribue à l'impact général d'un produit fini.
que ce soit un canapé, que ce soit une chaise, un meuble, un buffet, une table, ce qu'on veut. Et ce qui est génial, c'est de comprendre en fait comment ça se passe derrière ce produit qu'on va acheter. Je sais plus du coup quelle était la question exacte, mais je crois que ça y répond. Ouais, c'était vraiment à quoi il fallait faire attention quand on choisit un meuble ou aux accessoires pour s'assurer qu'il soit durable et éthique. Donc, en gros, c'est comprendre qu'il y a des piliers derrière et le transport n'est pas le seul, même si c'est un des plus impactants. La provenance n'est pas la seule, même si c'est l'une des plus impactantes. Mais tout ça, en fait, contribue à avoir un impact plus ou moins important sur la planète quand on achète quelque chose. Et après, bien sûr, il y a des signaux, c'est-à-dire que un produit mal fini avec du formaldéhyde de tous les côtés, etc. Forcément, il y a quand même des chances, s'il coûte 10 balles, que ce soit pas fait en France. Donc bon, déjà, on sait que sur impact transport, on n'est pas hyper bon. Après, bien sûr, tout le monde ne peut pas se permettre d'acheter du Made in France tout le temps. Mais ça rejoint aussi un petit peu l'idée de se dire que on arrête de consommer bêtement et régulièrement pour sa déco, mais qu'on va plutôt chercher à investir dans sa déco, dans son intérieur. C'est-à-dire qu'on va prendre les bonnes décisions, sortir des carcans, des tendances très éphémères pour se faire plaisir durablement avec ce qu'on aime depuis quasiment toujours. Et dans ce cas-là, ça veut dire aussi que on peut se permettre de mettre le prix dans son canapé qui va pas être déglingué au bout de 2 ans ou 3, mais qui va peut-être en durer 20. Et dans ce cas-là, le prix à l'année du canapé sera largement amorti parce que au lieu d'un canapé qui nous aura coûté 500 balles et qui aura duré 2 ans, il aura peut-être coûté 3000 balles, mais il aura duré 20 ans et finalement, ce sera plus rentable. Donc, c'est faire attention un petit peu à la qualité des meubles. Je dirais que ça fait partie du game, mais aussi à ce qu'ils composent, voilà. Il y a un aspect aussi qu'on n'a pas évoqué, c'est l'aspect santé. Et typiquement, il y a quand même pas mal de matériaux un peu alertes qui font que c'est rempli de ce qu'on appelle des COV, donc des composés organiques volatiles, qui viennent polluer l'air intérieur, et créer souvent des problématiques de santé, des maladies, des allergies, etc. Donc, si typiquement vous avez des enfants, rendez leur service et évitez d'acheter des meubles Ikea qui tuent des forêts et qui en plus vont rendre vos enfants asthmatiques. Exactement, ouais. Et oui, justement, je rebondis sur ce que tu disais juste avant par rapport au fait que c'est pas juste acheter un meuble, c'est investir. Donc, effectivement, je pense que les auditeurs se posent aussi la question, mais c'est pas un mythe, ça coûte réellement plus cher généralement de consommer éco-responsable plutôt que d'acheter, comme tu le dis, dans des magasins qui vendent des meubles pas très chers, quoi. Ça dépend comment on le voit. Ça coûte plus cher à court terme, à l'instant T, parce que c'est de la qualité et que la main-d'œuvre est locale et que les matériaux sont plus nobles. Mais sur le long terme, finalement, si on réfléchit bien, c'est peut-être pas si cher. Enfin, c'est peut-être pas autant cher, voire moins cher. Et puis, et là, on parle du neuf, mais on peut aussi parler du réemploi, de la seconde main, et c'est généralement moins cher. Donc, et en plus, les COV sont déjà dégagés dans l'arrière. Donc, ça veut dire qu'on on s'affranchit des problématiques santé sur la seconde main. Donc, il y a plein de solutions qui font qu'en réalité, c'est très vertueux pour la planète et pour la santé et pour le budget. C'est juste qu'il faut prendre le temps de se poser les bonnes questions et arrêter de consommer en un clic sur Internet en se disant qu'il faut aller très vite et que on passe à autre chose. En fait, c'est un peu le problème de la consommation de manière générale, c'est qu'aujourd'hui on fait tout de chez soi sans vraiment contrôler ce qu'on achète. Il faut que ça aille vite, il faut que ça arrive vite chez soi. Donc c'est des produits qui sont faits à la chaîne avec des solvants dans tous les sens, avec des matériaux de basse qualité. Ça arrive déglingué dans le carton, donc on en recommande un. Puis du coup, on a acheté l'équivalent de 2 ou 3 meubles pour en avoir un en bon état chez soi. On a finalement attendu 6 semaines parce que le premier arrive en bon état. Alors que si on avait été voir le menuisier du coin pour faire exactement ce qu'on voulait, est-ce que finalement l'impact aurait été différent? Bien sûr que oui. Ouais. C'est vrai que les gens n'ont pas le time. C'est ça. Mais on prend le temps pour ce qu'on veut réellement. Il faut juste ralentir un peu, c'est tout. C'est vraiment une histoire de ralentir et la planète, je pense, nous en remerciera. Ouais. Ouais, puis au final, tu te rends compte que ça vaut le coup, tu vois, pour parler d'une de mes propres expériences. En fait, je voulais absolument chez moi, tu sais, un genre de casier comme ça en métal, tu sais, fait aspect industriel comme ça.
Et en fait, j'en cherchais un peu partout et ça coûtait vraiment super cher, même dans les magasins de base où tu peux trouver des choses pas trop chères. Et au final, j'ai récupéré un tout vieux casier que mon père avait dans son garage et qui date d'il y a 30 ans. Bon, par contre, on a mis genre 2 mois à le retaper, mais le résultat est juste génial et au final, je trouve tellement plus beau et plus authentique que tout ce que j'ai vu sur Internet. Alors oui, ça m'a pris 2 mois, mais je pense qu'en matériaux, etc., pour le retaper, ça m'a coûté, je pense, même pas 100 euros, quoi. Alors que si je l'avais acheté neuf sur un site lambda, je l'aurais payé, franchement, les prix étaient entre 700 et 900 euros. Donc en fait, ma impatience, quoi, et voilà, c'est ça. C'est ça le secret. Exactement. Et ça peut même devenir un plaisir. Parce que là, tu pointes sur le négatif, le mal en patience, mais réellement, c'est un vrai plaisir. Certains de mes clients adorent se garder une certaine flexibilité. C'est-à-dire que on est d'accord pour meubler en seconde main. Après, il y a la problématique de la seconde main avec la disponibilité à l'instant T, entre le moment où moi je vais faire mes recherches, le moment où je vais présenter le projet, et le moment où le client va décider de passer à l'acte de consommation, donc enfin d'achat. Donc forcément, il y a du temps pendant lequel la disponibilité d'un article en seconde main n'est pas forcément évidente. Mais du coup, je rends plutôt des books avec des précaux de type style, dimension, couleur, matière, etc., avec des images qui peuvent le guider. Et certains clients aiment aller chiner, prendre le temps, prennent plaisir aussi à contribuer à leur intérieur et pas seulement à avoir tout délégué à un pro et se dire c'est bon, c'est fait. Certains aiment ça, donc c'est aussi du plaisir en soi. Il faut retrouver le plaisir à prendre le temps de faire les brocantes, d'aller chercher un petit peu à droite et à gauche et pas forcément d'aller s'embouteiller aux caisses d'IKEA tous les week-ends, quoi. Ouais. Oui, et puis au final, tu apprends si tu retapes toi-même quelque chose. Au final, au début, ça va être compliqué. Ça va peut-être t'énerver parce que tu n'arrives pas, ce que tu fais, c'est pas forcément bien. Mais en fait, au fur et à mesure, tu vas apprendre et peut-être que le prochain ou le meuble encore d'après que tu vas retaper, bah, en fait, ça va être vraiment génial et comme tu dis, un grand plaisir de le refaire, quoi. Oui, et puis il y a aussi des gens qui font ça très bien, pour ceux qui ont vraiment pas le temps. Ce que j'appelle moi les brocanteurs des temps modernes. J'ai des partenaires comme ça qui prennent le temps, eux, d'aller sourcer les produits un peu à défricher, je dirais, et puis qui les retapent et les vendent alors soit en tant que produit fini avec ce qu'ils ont décidé d'en faire, soit à la commande avec la finition souhaitée par le client qui cherchait exactement cette commode-là et qui la voulait en bleu, par exemple. Si on veut adopter vraiment une démarche de décoration éco-responsable chez soi, par quoi on commence quand on décide voilà, d'entrer dans cette démarche-là? Eh bien, déjà, on commence, comme je disais, par se poser les bonnes questions. Je prends l'exemple que j'utilise souvent avec des anciens clients, donc des particuliers, un jeune couple adorable, jeune, très sportif, avec une vie très saine, vraiment le couple idéal. J'ai vraiment, c'était mes chouchous. Et en fait, l'idée, c'est de refaire leur maison. Donc, ils venaient d'acheter une grande maison dans laquelle bon, la déco était pas du tout à leur goût. Donc, l'idée, c'était de rénover la maison. Euh, Dans cette maison, bien sûr, il y avait une cuisine. Et dans cette cuisine, ils voulaient absolument mettre une cave à vin. Et donc, ça faisait partie du cahier des charges parmi l'ensemble des électroménagers. Ils voulaient une cave à vin. Voilà. Donc, l'idée, c'était de trouver la place pour la mettre parce que, bon, c'était parmi d'autres éléments indispensables. Et puis, en posant des bonnes questions, je me suis rendu compte qu'aucun d'eux ne buvait d'alcool. Alors là, je me suis dit, mais alors pourquoi une cave à vin? Eh bien, c'est tout simplement parce que ça faisait bien et que ça en jetait pour les copains. Ouais. Et à partir de là, je me suis dit, il y a quand même un problème sur la différence entre besoin et envie. Et en fait, on a travaillé un peu le sujet pour trouver une solution alternative qui consistait simplement à mettre des casiers en sous-sol au frais et qui évitait de faire fabriquer quelque chose avec plein de métaux qui consommaient de l'électricité tous les jours, etc. Et du coup, simplement en posant les bonnes questions lors d'un cahier des charges, donc de la part du prescripteur s'il y en a un, mais de la part du client lui-même, l'usager final s'il n'est pas accompagné, eh bien, ça évite parfois ce genre de biais, une fois de plus, de suivre une tendance, une mode, pas forcément que sur un style, mais aussi sur un produit
comme ça dont on n'a pas réellement besoin et qui viendraient finalement prendre de la place, consommer de l'énergie, demander de la ressource à la fabrication, alors qu'en réalité, ce serait juste là pour faire beau. La décoration, c'est pas ça en fait, c'est pas juste faire beau. Non, ça s'appelle de la scénographie. Chez soi, c'est pas de la scénographie, on y vit tous les jours et ça doit être ergonomique, fonctionnel, répondre à un mode de vie. Donc voilà, c'est se poser les bonnes questions de ce qu'on fait rentrer dans le cahier des charges. Souvent, les clients qui veulent rénover ou repenser leur intérieur ont un budget avec en face une liste d'envies et de besoins. Et en fait, je me rends compte que très régulièrement, en creusant vraiment bien avec les bonnes questions calibrées sur les prérogatives des clients, eh bien, on arrive à réduire un peu la liste de courses tout en ayant le même budget. Et alors, ça vient de cet exemple-là, par exemple, de quel est réellement le besoin et l'envie. Ça vient de, finalement, on a déjà ce meuble-là, mais dans une autre pièce, on va peut-être pouvoir le changer de pièce et ça fait le job. Ça vient de, finalement, il y a d'autres choses qu'on peut peut-être garder dans la maison, même si on leur donne un nouvel usage ou une nouvelle destination. Par exemple, sur un des projets clients récents, on a fait beaucoup de réemploi in situ avec la conservation des radiateurs, du toilette, de certaines portes, etc. Même si on pétait tout, on a essayé d'utiliser un maximum d'éléments déjà existants pour réduire la liste de courses côté travaux. Mais ça marche aussi sur la partie mobilier déco. Et donc, tout ça, en fait, au fur et à mesure de poser les bonnes questions, on va réduire la liste de courses, ce qui fait que pour le même budget de départ, on va pouvoir investir mieux dans ce qu'il y a réellement à acheter de nouveau. Et en fait, déjà à partir de là, on réfléchit différemment parce que là où on se disait aïe, ça va être serré, on va devoir aller chez Ikea. Aujourd'hui, avec cette liste de courses réduite et ce même budget, on se dit on va pouvoir se faire plaisir et acheter quelque chose d'un petit peu plus résistant, un peu plus durable. Et du coup, on répond déjà à cette problématique de durabilité en fait. Ouais. Et je pense qu'aussi le gros problème, parce que même moi, c'est un problème que j'ai au final, c'est que les gens ont énormément de mal à se projeter et ils ne se rendent pas compte que des fois, on arrive vraiment à faire quelque chose de très beau avec quelque chose qui était vieux ou moche à la base, quoi. Les gens n'arrivent pas à se projeter, c'est ça le problème, en fait. Oui, oui, et alors ça, c'est tout notre métier de les aider à les accompagner à ça. Mais en tout cas, quand il y a un accompagnement, une fois de plus, après, quelque chose de moche, alors ça existe, hein, j'en ai vu plein sur Maison Objet, mais c'est souvent aussi un problème de prisme ou d'harmonie. C'est-à-dire que parfois, les gens, justement, suivant certaines tendances, et alors ceux qui ont fait le saute-mouton, pour reprendre l'image du mouton, entre le style industriel et le style scandinave, on est quand même d'accord qu'il n'y a pas grand-chose qui va ensemble dans ces deux styles. Donc ceux qui se sont dit, bon, on suit la tendance, allez, on sort du métal brut, rouillé, machin, pour passer au truc tout doux, pilou-pilou, du style scandinave, le grand écart, il est quand même assez balèze. Donc s'ils ont changé la moitié de leur déco et pas l'autre, il va falloir trouver du lien entre tout ça et ça va pas être simple si on n'est pas dans le métier. À un moment donné, on peut faire vite, on y fait des choses moches, mais par problématique d'association et d'harmonie en fait. C'est pas forcément un produit qui est moche généralement, sauf quelques rares exceptions. Je suis d'accord, mais parfois c'est juste un problème d'association. Mais donc, pardon, est-ce qu'il y a des tendances actuelles en déco qui s'alignent avec l'éco-responsabilité ou est-ce que justement tendance et éco-responsabilité, c'est deux choses qui ne vont pas ensemble? Alors pour moi, ça va pas vraiment ensemble, même si, bien entendu, il y a quand même cette tendance de la brocante qui fait que, comme c'est de la seconde main, des meubles un peu anciens, ce côté vintage qui revient beaucoup, mais du coup qui devient une tendance. Donc on rentre finalement dans cette case à nouveau de c'est sympa parce que c'est tendance. Et j'ai un peu peur de ça en fait, même si c'est quelque chose qui a su aussi traverser le temps chez certaines personnes, dans certains appartements, dans certaines maisons, où on a en fait ces tendances très brocantes qui traverse un peu le temps, mais qui devient aussi très présente ces derniers temps, parce que la seconde main devient un nouveau mode d'usage, de consommation, et qu'on va bien sûr trouver assez régulièrement un peu le même style de pièces, c'est-à-dire que dans la seconde main, c'est les pièces résistantes qui restent.
c'est pas les pièces Ikea hyper carrées, hyper modernes qui vont tenir toutes ces décennies, on le sait très bien. Donc la tendance de la seconde main, enfin l'acte de consommation de la seconde main qui devient de plus en plus présent et ça c'est très bien, tourne quand même pas mal les usagers vers un style brocante qu'on reconnaît quand même qui sort un peu du lot, avec des meubles en bois retapés, un style un peu vintage, etc. Donc finalement, on est en train d'ancrer une tendance dans un mode de consommation vertueux. Est-ce que ça va durer? Je ne sais pas. Je ne suis pas la personne pour le dire. Mais du coup, ça me fait quand même un peu peur de me dire, est-ce que finalement, à consommer tous, si on imagine qu'on consomme tous de la seconde main avec un peu le même style de meuble, est-ce que finalement, on va pas finir par s'enlacer et revenir à autre chose de moins vertueux? Voilà. Ouais. Et c'est pour ça que ce qui est bien aussi quand même avec la seconde main, c'est que on peut aussi s'approprier tout ça et surtout éviter le total look. Et beaucoup vont mixer le contemporain avec le vintage. Et c'est là que c'est intéressant de créer du lien, des choses qui vont créer un petit peu ce fil entre les deux pour créer une harmonie qui est juste et pas simplement acheter que des vieux meubles en bois foncé qu'on n'aurait pas du tout retouché, etc. Parce que là, pour le coup, ça peut vite être lassant pour beaucoup, notamment pour la génération qui a connu ça dans sa jeunesse. Il y a plein de matériaux aujourd'hui qui sont très à la mode, qui sortent complètement des yeux de certains de mes clients parce que c'est ce fameux truc qu'ils ont connu quand ils étaient jeunes. Je pense par exemple au velours côtelé. Moi, j'adore, mais j'ai des clients beaucoup plus âgés qui n'aiment pas du tout. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça qui font que on ne peut pas une tendance, une mode, un produit ne peut pas plaire à tout le monde dans tous les cas. Et ça, c'est très bien. Mais il faut faire attention de pas tomber dans les travers de finalement c'est plus vertueux d'aller vers ces meubles anciens, donc on y va à fond. Et puis une fois qu'ils sont tous là, c'est oui, c'est foncé. Qu'est-ce qu'on en fait? On change. Voilà, il faut juste faire attention à ça. Ouais. Et est-ce que tu aurais des petites astuces à donner pour justement pour les gens qui n'arrivent pas à se projeter? Imaginons quelqu'un qui fait une brocante et voilà qui voit, je sais pas, un buffet qui est voilà, enfin la couleur n'est pas plaisante, il est vieux et un peu abîmé, mais on voit qu'il a du potentiel. Est-ce qu'il y a des petites astuces justement pour réussir à se projeter et au final plus facilement passer à l'achat pour ce genre de meubles-là? Très honnêtement, par expérience, je pense qu'il y a des gens qui savent se projeter et d'autres non. Enfin, euh, c'est une compétence. Je sais pas si elle se travaille en fait. J'ai vraiment des clients qui assument complètement ne pas savoir se projeter et on est là pour ça en tant que prescripteur. Donc, je dirais qu'il n'y a pas spécialement d'astuces, à moins qu'il y ait peut-être des nouveaux outils IA qui permettent en réalité virtuelle de les imaginer dans d'autres couleurs, mais j'en ai pas encore la connaissance. Ouais, donc c'est vraiment quelque chose qu'on a ou quelque chose qu'on n'a pas, quoi. Il faut savoir assumer ce qu'on ne sait pas et savoir se faire accompagner dans ces cas-là. Et du coup, tu penses que la décoration durable, ça deviendra vraiment la norme dans les années à venir? Bah, j'espère bien. J'espère bien. Bah, je pense que c'est en bonne voie, même si c'est toujours trop lent à mon goût. Mais il y a quand même beaucoup de marques émergentes, ne serait-ce qu'en France, qui sont vraiment dans cette démarche-là, qui commencent à se réunir sous forme de collectif pour porter leur voix face à ceux qui sont là depuis longtemps et qui sont beaucoup moins vertueux. Donc oui, j'espère. Je pense que comme tout, ça prend du temps. On est toujours un peu réfractaire au changement, mais j'y crois. J'y crois. Je prenais le parallèle il y a pas très longtemps avec quelqu'un sur les modes de vie de manière un peu plus poussée, sur le fait que, idéalement, tout comme le font les Suédois d'ailleurs, hein, euh, on pourrait venir à un mode de partage de nos habitats, notamment sur les choses qui sont peu utilisées. Aujourd'hui, moi je trouve ça assez choquant. Un couple de deux personnes, enfin un couple quoi, qui habite dans 160 mètres carrés. Enfin, c'est juste pas ok de prendre autant de place sur cette planète pour deux personnes, pour avoir des pièces vides qui ne servent jamais. Donc, si on arrivait à mutualiser, comme le font nos amis nordiques, des pièces comme les buanderies, comme les salles de sport, comme les chambres d'amis qui sont inutilisées à 80% du temps, si ce n'est plus, comme l'appareil à raclette, comme voilà, et la tondeuse, enfin tout ça en fait, si on n'arrivait pas à réfléchir différemment et à sortir de l'envie d'être propriétaire de quelque chose dès qu'il s'agit d'un produit, ou d'autre chose, je pense que ça changerait déjà beaucoup de choses. Et on a commencé à le faire dans certains
domaines. Je pense à l'automobile, par exemple, où avant, il était impensable d'avoir une voiture en location, où aujourd'hui, ça devient tout à fait dans les usages. Donc, j'ai envie de croire que demain, même si malheureusement ça prend du temps et que là, on est quand même dans une situation d'urgence pour la planète, que demain, les façons de consommer seront différentes et beaucoup plus vertueuses, que ce soit sur les modes d'habitat que sur les modes de consommation en décoration. Comme tu dis, ça prend du temps et il y a un gros travail éducatif à faire auprès des consommateurs derrière. Et toi, du coup, justement, est-ce que au quotidien, dans ton travail, est-ce que, comment dire, est-ce que tu, pardon, je perds mes mots, est-ce que tu fais aussi ce travail de sensibilisation auprès de tes clients ou est-ce que tu, voilà, enfin, tu fais ton travail de décoratrice ou architecte d'intérieur, mais est-ce que en plus tu essaies de les sensibiliser à tout ça? Alors, un petit peu, mais je suis pas poussive. En fait, j'essaie de déjà comprendre qui j'ai en face de moi, parce qu'il y a quand même des gens qui sont réfractaires et voilà, j'ai l'impression qu'on n'arrivera pas toujours à les faire changer d'avis, que je suis pas là pour ça, c'est pas pour ça qu'ils m'ont appelé. Donc, je vais pas forcément leur faire la leçon. C'est pas enfin, je suis pas prof et je suis pas là pour leur taper sur les doigts ou pour leur dire comment ils doivent vivre, comment ils doivent consommer. En revanche, je vais leur prouver par A plus B, dans le projet que je vais leur présenter, qu'on sait faire du beau avec du bien et qu'on n'est pas obligé d'acheter du plastique chinois pour faire une belle maison, mais qu'on peut aussi acheter du bois français, des matériaux nobles, du local, de l'européen, et que ça a un impact beaucoup moins important sur la planète, sur leur santé aussi. Souvent, c'est le vecteur qui paye le plus parce que c'est assez égoïste, mais la plupart des gens qui s'en foutent un peu de la planète vont commencer à réfléchir à deux fois quand on leur parle de la santé de leurs enfants. Mais voilà, l'idée c'est surtout de leur montrer qu'on sait faire du beau avec pas forcément plus cher si on réfléchit sur le long terme, comme on le disait tout à l'heure, et, euh, et qu'on n'est pas obligé de passer par la destruction de la planète pour ça en fait. Ouais. Ouais, donc tu leur expliques vraiment les bases et ensuite c'est à eux bah, vraiment d'avoir cette démarche de réflexion, de se renseigner. Ouais, et puis c'est-à-dire que s'ils m'appellent, alors normalement ils sont un petit peu au courant de mes valeurs, mais aussi, dans l'idée de ne pas être poussive, je vais pas forcément leur sortir un état des lieux, un bilan carbone, etc. C'est juste que je vais leur proposer un projet qui, moi, me correspond en termes de valeur. Et à partir de là, bien sûr, ça leur correspond aussi au niveau des cahiers de charges, ce qui fait qu'on a trouvé comment dire, une connexion entre les deux, entre leurs besoins, leurs envies et mes valeurs, qui est fait par un travail de sourcing sur du long terme, d'aller chercher les bons fournisseurs, les bonnes matières, etc. Et donc, sans qu'ils se rendent vraiment compte, finalement, ils ont un projet qui est plus vertueux que s'ils l'avaient fait potentiellement eux-mêmes. Donc, j'insiste pas forcément là-dessus, sur la sensibilisation, etc. Je pose des questions pour comprendre comment ils se situent par rapport à ça. Je lâche deux, trois phrases pour leur expliquer que il y a certainement des fausses croyances aussi dans leur façon d'être réfractaire parfois. Et puis, alors, s'ils sont sensibilisés, j'ai pas besoin de le faire. Donc, et certains viennent à moi aussi pour ça. Une question me vient à l'esprit sur ce que tu viens de dire. Tu parlais de bilan carbone. Est-ce que c'est possible, quand on a un projet de rénovation ou de déco, de faire appel à une personne qui justement va évaluer ça, le bilan carbone de ce que tu consommes, de ta rénovation Il y a des outils comme Carbon Saver qui font le boulot en partie, où en fait tu peux expliquer quel est ton projet, point par point, et ça te sort en fait, je crois, un impact carbone et aussi des solutions pour améliorer ça. Par exemple, tu décides de rénover ta cuisine, tu veux changer ton plan de travail, quel est le meilleur matériau pour limiter ton impact? Et donc, si tu dis, voilà, je vais changer ma cuisine pour mettre un plan de travail en stratifié, de t'expliquer le bilan carbone et t'orienter vers une solution peut-être plus vertueuse. Est-ce qu'il est vraiment nécessaire de changer ton plan de travail actuel, par exemple? Donc, euh, donc voilà, tout ça, en fait, tu peux le faire en tant que consommateur final ou prescripteur dans Carbon Saver. Et après, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il n'y a pas que l'impact carbone à prendre en considération. C'est qu'une petite partie de beaucoup plus de critères que ça. Comme par exemple prendre en considération le vivant, les ressources naturelles, etc. Donc voilà, il faut juste garder ça en tête. Ok, super. Et donc pour conclure cet échange, est-ce que
quels mots t'aimerais laisser à nos auditeurs pour les inspirer à prendre part à cette démarche éco-responsable? Quitte à me répéter, je dirais, prenez plaisir à prendre le temps. C'est primordial si on veut changer vraiment les choses, de comprendre nos actes d'achat, de comprendre que c'est pas anodin d'acheter quelque chose qui va coûter pas cher et qui va pas beaucoup, enfin qui va durer peu de temps finalement chez soi. Donc voilà, réfléchissez, posez-vous les bonnes questions et non, à la limite, ce que vous pouvez faire, c'est imprimer dans votre porte-monnaie ou devant en post-it près de votre écran si vous achetez sur Internet, imprimer le petit visuel d'éco-impact qui concerne l'ACV, l'analyse du cycle de vie d'un produit. Comme ça, à chaque fois que vous allez devoir acheter quelque chose, vous allez vous poser la question de qu'est-ce qu'il consomme réellement, comment c'est fait, d'où il vient, et peut-être que ça va changer un petit peu vos habitudes d'achat. Et puis, ce sera déjà pas mal. Très bonne astuce, j'y aurais pas pensé par moi-même, tu vois. Bon, en tout cas, Coralie, c'était super intéressant. Déjà, ça se voit que c'est vraiment un sujet qui te passionne, donc c'est encore plus intéressant d'échanger là-dessus avec toi. Et vraiment, c'est vrai que moi aussi, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur et j'espère que on aura pu sensibiliser quelques personnes qui étaient peut-être réfractaires un peu sur ce sujet. Donc voilà, j'espère que ça aura plu à tout le monde. N'hésitez pas à suivre Coralie aussi peut-être sur LinkedIn, sur son site web studiocoralivasseur.com. Et voilà, et puis si jamais vous habitez Annecy, la plus belle ville de France, n'hésitez pas à l'appeler pour un projet avec une belle démarche éco-responsable. Merci beaucoup Coralie. Merci Lucie, merci pour ce que tu fais. Merci à toi. Ciao, ciao. Ciao.